Il existe deux types de personnes, celles qui aiment les olives et celles qui les détestent. Alors, les fans d'olives, vous avez remarqué qu'elles sont toujours vendues en boîte. Impossible de trouver des olives fraîches au marché. Pourquoi? C'est tout simple. Les olives fraîches sont immangeables. Personne n'en achèterait. Oui, c'est vrai. Toutes ces boîtes, ces huiles et ces produits chimiques les rendent comestibles. Les gens qui les détestent les trouvent toujours immangeables, quoi qu'il en soit, mais bon. Tu as remarqué qu'il n'y a pas de fenêtre dans les supermarchés? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est tout d'abord pour te faire passer plus de temps dans le magasin et te faire acheter plus de choses. Les vendeurs créent une atmosphère différente pour te couper de l'extérieur. Tu ne vois pas qu'il commence à faire noir ou qu'il pleut quand tu es à l'intérieur. Tu n'as plus conscience du temps qui passe. Mais c'est aussi pour éviter de perdre la place d'exposition. De plus, la lumière directe du soleil peut endommager certains produits et faire pâlir les couleurs des étiquettes. Tu savais que le nom des magasins H&M vient des noms NS et Moritz? C'est une marque de vêtements suédoise qui ne vendait à l'origine que des vêtements pour femmes, d'où le nom NS qui signifie elle en suédois. Maurice Whitforce possédait un magasin de vêtements de chasse qui a été racheté par le propriétaire de NS. Le magasin a commencé à vendre des vêtements pour hommes et le nom s'est transformé en NS et Moritz, ou H&M. Continuons avec les infos marketing. Je parie que quand tu achètes des oranges, elles sont emballées dans un filet rouge. Difficile d'en trouver sans filet. Tout est fait pour une raison, et la couleur du filet a évidemment été minutieusement réfléchie. Lorsqu'elles sont conservées dans un filet rouge, les oranges ont l'air plus oranges et plus fraîches. Cela te pousse à en acheter. Les citrons sont souvent emballés dans des filets verts pour les mêmes raisons. S'ils étaient emballés dans du rouge, ils seraient plus oranges. Le vert va mieux et fait ressortir le jaune des citrons. Il y a tellement de choses dans le monde que je ne comprends pas. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi sous les barres de chocolat, comme les Mars et les Snickers, il y a des zigzags. Il s'avère, et ce n'est pas surprenant, que ces zigzags apparaissent pendant la fabrication. La barre de chocolat est transformée et transportée sur un tapis roulant qui n'est pas lisse. Elle est recouverte de chocolat fondu qui est ensuite refroidi afin qu'il durcisse. Les formes sur le tapis servent à recueillir le chocolat en excès. Quand la barre chocolatée refroidit, le motif reste. Tu as probablement remarqué que le chocolat qui vieillit devient blanchâtre en surface. Avec le temps, les graisses liquides contenues dans le chocolat, comme le beurre de cacao par exemple, se déplacent à la surface et se cristallisent. Voilà ce que c'est cette poudre blanche, aussi appelée floraison de graisse. Elle n'est pas du tout dangereuse. Et si vraiment ça ne te donne pas envie, passe-moi le chocolat et je m'en occupe. Les tiges des sucettes ont ces petits trous au bout pour une raison. Quand on verse la pâte caramélisée sur la tige, elle s'engouffre dans le trou et fixe la sucette afin qu'elle ne tombe pas. Les jaunes d'œufs peuvent être de plusieurs couleurs. Ils passent du jaune clair à l'orange foncé. Mais ça dépend de quoi au juste? Non, la race des poules n'a rien à voir. La seule chose qui varie en fonction de la race est la couleur des coquilles des œufs. La couleur du jaune dépend de l'alimentation des poules. Si l'alimentation contient plus de pigments jaunes et orange, les jaunes seront plus foncés. Ne t'inquiète pas, peu importe la couleur, d'un point de vue nutritionnel, tous les jaunes se valent. Vu qu'on parle de ferme, regarde ces granges. Qu'ont-elles en commun? Oui, le rouge. On dirait une mode. Avant que la peinture de plusieurs couleurs ne devienne disponible dans les magasins, les gens fabriquaient leur propre peinture. Les agriculteurs utilisaient de l'huile de lin, qui est orange, pour recouvrir les granges. Ils y ajoutaient du lait, du citron et de la rouille. La rouille était toujours disponible et elle empêchait la formation de moisissures. Ces ingrédients donnaient une couleur rouge à cette mixture. Cette tradition perdure encore de nos jours. Tu as probablement déjà remarqué ces petits poils en caoutchouc sur les pneus. Ça sert à quelque chose? Non. Il se crée pendant la fabrication. Le caoutchouc est mélangé avec du charbon et placé dans un moule. Il est ensuite étalé dans le moule grâce à de l'air comprimé. Pour faire un bon pneu, le caoutchouc doit être réparti de manière uniforme dans le moule. Mais il y a un problème. Des bulles d'air peuvent se former entre le moule et le caoutchouc.
Pour éviter que ça ne se produise et pour faire en sorte que l'air en surplus s'échappe, les moules à pneus sont criblés de petits trous. C'est ainsi que les petits poils se créent. Personne n'a jamais pensé à les enlever puisqu'ils n'influent en rien sur la qualité du pneu. Les petits points noirs sur les vitres des voitures s'appellent frites. Ils servent à rendre la vitre plus rugueuse pour que la colle se fixe mieux sur le verre. Ils sont noirs pour éviter que la colle ne perde ses propriétés adhésives à cause de l'exposition aux rayons UV. Les bandes noires chauffent plus vite que le verre transparent. Heureusement, les petits points permettent de distribuer la chaleur. Les volants des bus sont aussi grands pour une raison. Les bus sont beaucoup plus gros et beaucoup plus lourds que les voitures. Difficile de faire des créneaux avec. Il faut beaucoup plus de force que lorsqu'on conduit une voiture. Un volant plus grand a un rayon plus grand, ce qui facilite la rotation des roues. Et tu as besoin de moins de force pour les faire tourner. Les camions ont aussi un volant plus gros pour la même raison. Les sièges des bus ont souvent des motifs très colorés. C'est dégoûtant, mais c'est fait pour cacher les taches. Plus les couleurs sont vives et les motifs complexes, moins les voyageurs remarquent les taches. Encore mieux, les motifs sont généralement si vifs que personne ne peut les fixer trop longtemps. Les taches passent ainsi inaperçues. Donc oui, ces motifs sont là pour te faire détourner le regard. Et si tu décides quand même de regarder, les taches restent cachées. Un gros burk s'impose. C'est la même raison pour laquelle les hôpitaux et les hôtels utilisent des draps blancs. Pour montrer à quel point tout est parfaitement propre. On sait tous qu'il y a une lumière dans les frigos. Je parie que tu as essayé de voir si elle restait allumée pendant que tu fermes la porte. Le congélateur, de son côté, n'a pas de lumière. Et pourquoi donc, je vous prie ? La raison principale, c'est que l'installation d'une deuxième lampe dans le congélateur est un investissement pour le fabricant. Une lampe n'est pas grand-chose, mais il faut tenir compte de la fabrication du circuit, de l'installation, de l'interrupteur et ainsi de suite. Les fabricants veulent économiser le plus d'argent possible. Personne n'a vraiment besoin d'une lumière dans le congélateur. On s'en sert moins souvent qu'un frigo. Dans les vieux congélateurs, la glace se cristallise sur les parois et recouvre la lumière dans tous les cas. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'y avait pas de lumière au départ, et c'est simplement resté. La situation s'est congelée. Sur de nombreux sacs à dos, il y a un losange avec 2 trous parallèles dessus. C'est très pratique. Tu peux y attacher des choses, comme une gourde ou des chaussures. C'est très utile en cas de randonnée, pour avoir les mains libres. Ce n'est pas plus mal, parce que tu vas avoir besoin de tes mains pour te battre contre les ours. Je rigole. Lorsque nous regardons notre planète depuis l'espace, nous constatons la présence d'une couleur qui domine. C'est pourquoi la Terre est appelée la planète bleue. Près des 3/4 de la surface de notre monde sont recouverts d'eau. Mais il y a un hic. 96,5% de cette eau est piégée dans les océans. Et si tu te souviens de la première fois que tes parents t'ont emmené au bord de la mer, tu sais que boire cette eau est fortement déconseillé. Pourquoi l'eau des océans est-elle salée et non potable ? Il y a 2 raisons principales à cela. La première est l'eau de ruissellement provenant de la Terre. L'eau de pluie est légèrement acide. Son pH se situe entre 5 et 5,5. À titre de comparaison, le pH de l'eau pure est de 7 et celui de l'acide que l'on trouve dans les piles est légèrement supérieur à 0. Ce pluie érode les roches lorsqu'elles touchent le sol. Cela libère des ions, tels que le sodium et le chlorure. Ils se retrouvent dans les rivières et les ruisseaux qui finissent par se jeter dans l'océan. Les organismes vivants éliminent une partie des bons ions, mais le reste demeure. Avec le temps, cela augmente leur concentration dans l'eau. Les océans ont leur propre source d'énergie saline. Les cheminées des fonds marins libèrent un fluide hydrothermal. Cela semble compliqué, mais c'est facile à comprendre. L'eau s'infiltre dans les interstices du plancher océanique. Ensuite, le magma du noyau terrestre réchauffe l'eau. Il se produit alors une réaction chimique qui débarrasse l'eau de mer de son oxygène. Elle absorbe des métaux, tels que le fer et le zinc. Les évents du plancher océanique rejettent cette eau métallique dans l'océan. Lors d'une éruption volcanique sous-marine, le processus s'accélère. Le sel et d'autres minéraux sont directement libérés dans les océans de la Terre. Au fil du temps, le sel s'accumule sur les fonds marins
et forment des dômes. Ces dépôts se produisent également sous la terre ferme. Certains endroits du globe comptent un grand nombre de dômes de sel. Le golfe du Mexique en est un exemple. Sous les vagues, ils influencent la salinité de l'eau. D'autres facteurs déterminent la salinité d'une masse d'eau, notamment l'évaporation, la température de l'air et les précipitations. En règle générale, la salinité est faible près de l'équateur et au pôle. Tous les océans et les mers situés entre les deux sont susceptibles d'avoir une salinité élevée. Les scientifiques estiment que les sels dissous représentent 3,5% du poids de l'eau de mer mondiale. Les eaux qui se déversent dans l'océan, comme les lacs et les rivières, sont de l'eau douce. Alors, pourquoi l'eau de mer est-elle salée? Pour répondre à cette question, il faut remonter dans le passé de notre planète. Les chercheurs pensent que les mers primitives n'étaient pas aussi salées que celles d'aujourd'hui. Mais au fil du temps, les pluies ont emporté les roches terrestres, transportant de grandes quantités de sel dans les océans. Ce processus dure depuis plus de 3,8 milliards d'années. Aujourd'hui, quelques 4 milliards de tonnes de sel dissous aboutissent chaque année dans les océans de la Terre. Les entrées et les sorties de sel sont relativement équilibrées. Cela signifie que la salinité de l'eau de mer est stable. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas boire de l'eau de mer? Nous absorbons déjà du sel dans notre corps par le biais d'aliments et de boissons. Il s'agit du sel alimentaire, chlorure de sodium. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus d'1 cuillère à café par personne et par jour. Il ne faut pas dépasser cette quantité si l'on veut garder son cœur en bonne santé. Il y a plusieurs siècles, le bœuf et le porc salé constituaient le régime alimentaire standard des marins. C'est le sel qui permettait de conserver la viande. En mer, les fruits et légumes frais se détérioraient au bout de quelques semaines. Avant la réfrigération, c'était le seul moyen de conserver la fraîcheur des aliments. Le saumurage était une autre solution pour conserver les aliments. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas boire de l'eau de mer est sa teneur en sel. Le pourcentage de ce minéral dans notre sang est près de 4 fois inférieur au pourcentage de sel dans l'eau de mer. Notre organisme ne peut tout simplement pas traiter une telle quantité de cette substance. Lorsque nous consommons du sel dans le cadre de notre alimentation, nous buvons également des liquides. Lorsque tu sers des bretzels, tu as probablement un verre d'eau ou de jus de fruits à portée de main. Cela permet d'étancher la soif et de maintenir la teneur en sel à un niveau raisonnable. Si nous buvons de l'eau provenant directement de l'océan, c'est exactement le contraire qui se produit. Nous avons tout simplement plus soif. Notre corps absorbe à la fois de l'eau et du sel. Il se retrouve dans notre circulation sanguine. Les organes chargés d'éliminer tout ce sel de notre sang sont les reins. Mais ils ont besoin d'eau pour accomplir leur tâche. Plus la teneur en sel est élevée, plus ils ont besoin d'eau pour l'éliminer. Lorsque ce processus se répète plusieurs fois, on devient déshydraté. Le corps perd alors de l'eau. Et il y a un autre problème. Lorsque l'on boit de l'eau de mer, on commence à éliminer plus d'eau que l'on en absorbe. La différence fait que l'on a encore plus soif qu'au moment où l'on a commencé à boire de l'eau de mer. Ce n'est pas une bonne idée en soi. Mais certains mammifères marins, comme les baleines, les phoques et même les mouettes, peuvent boire de l'eau de mer, tout comme nous buvons de l'eau du robinet. Les reins de ces mammifères sont très efficaces. Les oiseaux ont des glandes spéciales dans leur bec qui empêchent le sel de pénétrer dans leur sang. Les scientifiques ont découvert que le seul animal terrestre capable de boire de l'eau de mer est le chameau. Et si tu t'es déjà demandé si les poissons buvaient de l'eau de mer, c'est le cas. Leurs branchies et leurs reins les aident à évacuer l'excès de sel. Pour que l'homme puisse boire l'eau de mer, celle-ci doit d'abord être dessalée. Il s'agit d'éliminer le sel qu'elle contient. Et il y a beaucoup de sel à enlever. Selon les estimations, si l'on répartissait tout le sel marin sur l'ensemble des terres émergées de la planète, il serait plus haut que la Statue de la Liberté, 300 pieds. C'est pourquoi la désalinisation à l'échelle mondiale n'est pas réaliste. À l'heure actuelle, moins d'un demi% de l'eau potable que nous produisons, moins de 0,5% provient de l'eau de mer. Et la demande en eau potable ne fera qu'augmenter. Au rythme actuel de consommation, la demande d'eau douce double tous les 20 ans. Le principal problème de la désalinisation est le coût de l'énergie. Il faut 10 fois plus d'énergie que pour les autres méthodes de production d'eau. Et l'empreinte carbone est énorme. Les grandes usines de dessalement doivent souvent disposer de leurs propres centrales électriques. Tout cela est dû à la technologie qui sous-tend le processus. Le sel se dissout facilement dans l'eau. Il crée une liaison chimique solide avec l'eau,
qui est difficile à rompre. Les installations de dessalement utilisent généralement l'osmose inverse pour y parvenir. De grosses pompes exercent une pression sur l'eau de mer pour la faire passer à travers un filtre. Sa membrane est si fine que chaque pore est une fraction de la taille d'un cheveu humain. Le filtre laisse passer les molécules d'eau. Les molécules de sel plus grosses restent piégées dans la membrane. Pour chaque quart de gallon d'eau douce que l'usine produit grâce à la désalinisation, il y a la même quantité d'eau qui est maintenant 2 fois plus salée. Ce n'est pas la méthode idéale de purification de l'eau. L'idée que l'homme puisse boire de l'eau de mer n'est pas nouvelle. Au milieu du IVe siècle avant notre ère, le célèbre philosophe grec Aristote a envisagé d'utiliser une série de filtres pour éliminer le sel de l'eau. Les navires. Au XVIe siècle, les navires disposaient de petites distilleries portables, capables de faire bouillir l'eau de mer. Ce n'était qu'une solution de fortune, car l'exposition de l'eau de mer à des températures élevées ne la rend pas potable. Un tel traitement thermique ne fait que stériliser l'eau. Il faudrait récupérer la vapeur qui s'évapore et attendre qu'elle refroidisse avant de pouvoir la boire. Il s'agit d'une méthode complexe et fastidieuse qui n'en vaut probablement pas la peine. Imaginons un instant que nous nous débarrassions de tout le sel des océans de la Terre. Nous disposerions alors d'une réserve d'eau potable inépuisable. Mais à quel prix ? Des millions d'espèces animales et végétales sont adaptées à l'eau salée. Il s'agit notamment du plancton, qui est à la base de toute la vie marine. Il n'aurait pas le temps de s'adapter aux nouvelles conditions. Tous les poissons ne sont pas comme le saumon, qui prospère aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Ce changement soudain aurait également un effet profond sur notre planète. L'eau douce étant moins dense, la calotte glaciaire de l'Arctique s'enfoncerait immédiatement de 5 cm. Cela déclencherait le plus grand raz-de-marée que la planète ait jamais connu. Bien que l'idée d'une désalinisation à l'échelle mondiale semble bonne sur le papier, il convient de la prendre avec des pincettes. En Californie, il y a une ampoule qui brille depuis 1901. Initialement une lampe de 30 watts, cette ampoule spéciale émet aujourd'hui une lueur confortable semblable à celle d'une veilleuse de 4 watts. Elle a été créée par un inventeur français, Adolphe Chaillet, qui a conçu l'ampoule commune à filament de carbone, soufflée à la main à la fin des années 1890. Le parcours de cette ampoule a pris une tournure intéressante lorsque le propriétaire de l'entreprise en a fait don au service d'incendie local. Depuis lors, elle n'a pratiquement jamais été éteinte, ce qui lui a valu le titre bien mérité de « l'ampoule à durée de vie la plus longue au monde ». Voyons maintenant plus en détail quelle est la durée de vie des versions modernes. Celle-ci dépend de la marque, de la technologie et du type d'ampoule. Aujourd'hui, une ampoule de nouvelle génération peut durer plus de 28 000 heures. Nous avons progressé dans la technologie et nous sommes allés beaucoup plus loin, mais une ampoule d'il y a 2 siècles avait une durée de vie plus longue que celle d'aujourd'hui. C'est un peu bizarre. Et si tu l'as remarqué, cette contradiction ne se limite pas aux ampoules. C'est comme si tout ce que nous achetons de nos jours avait tendance à s'abîmer beaucoup plus vite qu'avant. Eh bien, c'est à cause de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est lorsque les entreprises conçoivent des produits qui s'usent rapidement ou deviennent inutiles dans un court laps de temps. L'idée sournoise derrière cela est de te faire acheter de nouveaux produits ou des mises à jour. Certains pays ont même interdit cette pratique parce que ce n'est pas cool. Tout a commencé avec l'industrie automobile aux États-Unis en 1920. Un certain Alfred P. Sloan Jr., qui travaillait pour General Motors, a suggéré de sortir de nouveaux modèles de voitures chaque année pour maintenir les ventes. L'obsolescence programmée fonctionne surtout lorsqu'une entreprise est en situation de monopole, ou, du moins, lorsqu'elle a très peu de concurrents. Avant de mettre en œuvre cette tactique, l'entreprise doit être certaine que le consommateur reviendra vers elle pour obtenir un produit de remplacement parce qu'il est fidèle à sa marque. Elle sait combien de temps le produit est conçu pour durer, mais pas toi. Il est intéressant de noter que les produits ont tendance à durer plus longtemps lorsqu'il y a plus de concurrence sur le marché. Par exemple, lorsque les voitures japonaises, dont la durée de vie était plus longue, sont arrivées sur le marché américain dans les années 60 et 70, les constructeurs automobiles américains ont dû redoubler d'efforts et fabriquer des voitures plus durables pour rester dans la course. Quels sont donc les avantages et les inconvénients de l'obsolescence programmée ? Du point de vue des fabricants, elle est excellente. Elle leur permet de gagner de l'argent et de faire tourner l'économie, car les gens continuent d'acheter de nouveaux produits.
Elle pousse également les entreprises à investir dans la recherche et le développement, ce qui peut déboucher sur des innovations intéressantes. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a énormément de gaspillage. Nous parlons de tonnes de pertes. De plus, nous utilisons des ressources précieuses. Il existe différents aspects de cette notion. L'obsolescence systémique planifiée se produit lorsque ton ordinateur ou d'autres gadgets ne peuvent pas gérer les dernières mises à jour ou se connecter à de nouveaux accessoires parce que la technologie a changé. S'il s'agit d'une obsolescence perçue, la perspective autour de l'objet change. Par exemple, les concepteurs de smartphones ou de mode modifient le style de leurs produits pour que les plus anciens paraissent moins cool. Si la technologie est datée, il existe une date secrète d'extermination. Certains produits cessent tout simplement de fonctionner ou s'éteignent après une certaine date, ce qui t'oblige à en acheter un nouveau. Il y a aussi la obsolescence légale planifiée, c'est-à-dire l'adoption d'une loi qui rend illégale l'utilisation de certains produits. Certains produits sont conçus en tenant compte de la phrase « aucune réparation n'est autorisée ». As-tu déjà essayé de réparer un appareil électronique cassé ? Certaines entreprises rendent la chose impossible en développant leurs produits de manière à ce qu'il soit impossible de les ouvrir ou de remplacer des pièces. Une autre stratégie de production consiste à fabriquer de sorte que ça se casse. Certains produits sont délibérément conçus pour s'user rapidement. Les fabricants utilisent-ils des matériaux fragiles qui s'abîment ou s'usent facilement. Parfois, tu ne peux même pas mettre à jour le logiciel de ton ordinateur ou de ton téléphone parce qu'il n'est plus compatible. Et que dire des piles non remplaçables? Tu sais, ces appareils qui ont des piles intégrées que tu ne peux pas changer? Au bout de quelques années, ces batteries s'épuisent et il faut acheter un nouvel appareil au lieu de remplacer simplement la batterie. Il en va de même pour les vêtements. Les pièces anciennes ont tendance à durer des décennies. Mais si tu achètes un nouveau t-shirt, même s'il provient d'une bonne marque, tu auras des problèmes au bout de quelques années. Nous n'en sommes pas arrivés là en un jour. Une étude récente sur les collants a révélé un nouveau secret. Il s'avère que les marques de vêtements fabriquent intentionnellement des collants pour femmes qui ont tendance à vite s'user. Ce qui fait qu'ils sont jetés après seulement 6 utilisations. Les collants de nos grands-mères résistaient beaucoup plus à l'usure que les nôtres. 130 millions de paires de collants sont vendus chaque année rien qu'en France. Dans cette étude, près des 2/3 des participants ont en effet admis que leurs collants avaient à peine dépassé les 6 utilisations. Non pas qu'ils se soient lassés de les porter, mais les collants sont devenus inutilisables en raison de leur fragilité. En moyenne, les femmes achètent 10 à 11 paires de collants par saison pour faire face aux besoins constants de remplacement. L'étude pointe du doigt les 2 principaux responsables: la mauvaise qualité du tissu et l'utilisation d'additifs censés rendre les collants moins résistants. Apparemment, les fabricants de collants les produisent davantage comme des tubes pour réduire les coûts, négligeant les contours naturels des jambes humaines. Ils ne semblent pas non plus avoir le souci du détail qui caractérise la finition des produits à la main. Le secteur du vêtement, en général, a connu des transformations majeures au cours des dernières décennies, sous l'influence d'un grand nombre de facteurs différents. Il s'agit d'avancées technologiques, de changements dans la façon dont nous faisons nos achats et de changements dans la façon dont les vêtements sont fabriqués. À l'époque, les vêtements étaient généralement fabriqués dans des matières naturelles telles que le coton, la laine et la soie. Ils étaient destinés à rester dans l'armoire pendant des années. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les matières synthétiques comme le polyester et le nylon sont à l'honneur. Certes, elles sont moins chères à produire, mais elles ne résistent pas aussi bien et ne sont pas aussi agréables à porter. N'oublions pas non plus l'essor de la fast fashion. Elle consiste à produire des tonnes de vêtements très bon marché que l'on porte pendant une brève période et que l'on jette ensuite. La qualité n'est pas toujours la priorité. La rapidité et le faible coût sont les principaux acteurs de ce marché. Mais surtout, ne perds pas espoir. Il y a un côté positif à cette histoire. De plus en plus de gens prennent le train de la mode durable et éthique. Ils veulent des vêtements fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement et conçus dans des conditions de travail équitables. Et devine quoi ? Ce mouvement remet la qualité et la durabilité à l'honneur. Les marques redoublent d'efforts et fabriquent des vêtements conçus pour durer. Alors oui, le monde du vêtement a connu de grands changements. Avec l'essor de la fast fashion, nous avons assisté à une évolution vers des matériaux moins chers et moins durables. Parallèlement, de plus en plus de personnes militent pour une mode durable, éthique et de haute qualité.
c'est un peu comme une lutte à la corde, mais nous verrons bien qui l'emportera à la fin. Revenons à la fiabilité des voitures de nos jours. Il semble que les nouveaux véhicules connaissent de plus en plus de pannes, et il ne s'agit pas seulement des problèmes typiques de moteur et de boîte de vitesse que certaines marques avaient l'habitude de connaître. Désormais, ce sont les systèmes de climatisation, les systèmes électriques, les systèmes de divertissement à bord, l'électronique de bord, et même les lève-vitres électriques qui rendent l'âme dès les premières années. Ce problème technique n'est évidemment pas propre aux automobiles. Apple a admis avoir délibérément ralenti ses iPhones. Il y a aussi les réfrigérateurs. Ils ont un problème de compresseur. Ceux-ci ne durent qu'un tiers ou un quart de leur durée de vie. Il y a également des signaux d'alarme concernant leurs portes. Au lieu d'être bien vissées, elles sont en quelque sorte collées en place. Le fait de tirer sur la porte au milieu de la nuit, lorsque tu n'arrives pas à dormir, peut entraîner des problèmes. Avec le temps, les portes perdent leur friction et commencent à être branlantes. Dans l'ensemble, il y a un côté positif à cette notion. Il existe à présent des produits conçus pour durer moins longtemps afin de préserver l'environnement. Par exemple, des sacs en algues au lieu de sacs en plastique. Envie d'une tasse de thé ? Les sachets de thé dissolvables sont là pour ça. Les bulles d'eau comestibles et les cuillères comestibles sont des inventions d'un niveau supérieur. De nombreuses marques vendent des dosettes de détergent ou de shampoing et des comprimés de dentifrice. Parlons des calendriers. Un outil très important dans la civilisation humaine. Et si nous n'avions pas de calendrier, ce serait le chaos, n'est-ce pas ? Nous ne saurions pas quand fêter les anniversaires, ni planifier les vacances, ni même nous présenter à des événements importants. Les calendriers mettent de l'ordre dans nos vies bien remplies et nous aident à donner un sens au temps. Mais le plus intéressant, c'est que les humains les utilisent depuis des milliers d'années. Les civilisations anciennes ont créé leur propre calendrier en fonction de leurs besoins et de leurs croyances culturelles. Certains calendriers anciens suivaient les cycles de la Lune, tandis que d'autres se concentraient sur les mouvements du Soleil. Certains combinaient même les deux, une véritable fusion céleste. Aujourd'hui, nous utilisons le calendrier grégorien moderne comme système principal. Mais savais-tu qu'à côté de ce fidèle gardien du temps, il y a tout un tas d'autres calendriers anciens qui circulent encore ? Ils sont comme de vieux amis dont nous ne pouvons pas nous séparer. Ils nous aident à célébrer des fêtes culturelles, à planifier des célébrations religieuses et à nous rapprocher de nos racines. Visitons donc les plus célèbres d'entre eux. Tu es prêt ? Premier arrêt, le calendrier Maya. Ces anciens mésoaméricains étaient très soucieux du temps. Leur calendrier était une combinaison de cycles lunaires et solaires, comme un mélange cosmique. Il comportait différents cycles à l'intérieur des cycles, ce qui le rendait incroyablement complexe. C'est comme résoudre un puzzle spatial. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les anciens Égyptiens et leur calendrier impressionnant. Ils utilisaient un système solaire et tenaient à l'aligner avec les crues du Nil. Une façon de rester en phase avec les rythmes de la nature. Enfin, le calendrier aztèque est une œuvre d'art en soi. Il s'agit d'un mélange fascinant de cycles solaires, lunaires et rituels. Sa sculpture de pierre complexe, la pierre du soleil, est comme un chef-d'œuvre cosmique qui capture l'essence du temps. Ces calendriers anciens ne se contentèrent pas de marquer les jours et les mois. Ils étaient chargés d'une signification culturelle, de rituels religieux et d'événements historiques. Ils sont comme de petites capsules temporelles qui nous relient à nos ancêtres et contribuent à préserver leur sagesse et leurs traditions. Mais le plus intéressant, c'est que certains de ces calendriers sont encore utilisés aujourd'hui. Par exemple, le calendrier chinois. Celui-ci existe depuis des siècles et guide les festivités et les traditions chinoises. En effet, au lieu de suivre le soleil comme dans nos calendriers habituels, le calendrier chinois s'intéresse de près au mouvement de la lune dans le ciel. Chaque mois commence par une nouvelle lune et a son propre rythme, et l'année compte 12 mois lunaires. Mais il y a un hic, les mois lunaires ne correspondent pas toujours parfaitement à notre année normale. Ainsi, de temps à autre, le calendrier chinois ajoute un mois supplémentaire pour rester en phase avec les saisons. C'est comme un surprise. Faisons maintenant connaissance avec les animaux du zodiaque. Les véritables vedettes du spectacle. Chaque année du calendrier chinois est associée à un animal du zodiaque, et c'est un peu comme si l'on constituait un groupe d'animaux fabuleux. Les animaux du zodiaque sont au nombre de 12, comme une équipe sauvage fantastique. Il y a le rat intelligent, le tigre courageux, le dragon gracieux, et bien d'autres encore. Si tu es né une certaine année, on dit que tu as les traits de cet animal du zodiaque. Imagine alors qu'un singe ou un tigre soit la mascotte de ton emploi du temps.
Mais comment le calendrier décide-t-il de l'animal qui sera mis en vedette chaque année? La légende raconte qu'il y a eu une grande course entre les animaux. L'astucieux rat s'est accroché au dos du buffle et a remporté la course en sautant sur la ligne d'arrivée. C'est pourquoi le rat donne le coup d'envoi du cycle du zodiaque. Reprenons donc ce cycle. Connais-tu le signe de l'animal de ton année de naissance? Il te suffit de chercher sur Google et de jeter un coup d'œil aux animaux. Vois si tu as l'un ou l'autre de ces traits de caractère. Une fois que l'intelligent rat a eu son moment de gloire, c'est au tour du puissant buffle d'entrer en scène. Le buffle est connu pour son travail acharné et sa détermination, comme l'ami fiable et volontaire qui assure toujours tes arrières. Après le buffle, c'est l'intrépide tigre qui entre en scène. Avec ses rayures majestueuses et son regard féroce, le tigre apporte une touche d'excitation et d'aventure. C'est un ami félin audacieux prêt à explorer le monde avec toi. Après le rugissement du tigre, le lapin rusé fait son apparition. Imagine un adorable lapin pelucheux, toujours prêt à apporter douceur et harmonie. Le lapin ajoute une touche de douceur et de créativité au défilé du zodiaque, comme une douce brise un jour de printemps. Vient ensuite le dragon, audacieux et fougueux. Cette créature légendaire occupe la scène avec sa présence majestueuse et ses pouvoirs mythiques. C'est comme un ami mystique qui remplit l'air de magie et d'émerveillement. Après le dragon, le serpent, sage et intuitif, se glisse dans la pièce. Cet ami serpentin apporte sagesse et perspicacité, comme un guide qui navigue dans les méandres de la vie. Il est toujours bon d'avoir un confident sournois et intelligent à ses côtés. Le suivant est le cheval, vif et enjoué. Imagine le vent dans tes cheveux alors que tu montes à cheval dans un champ dégagé. Une personne de type cheval peut avoir un esprit aventureux et être toujours prête pour un voyage palpitant. Ensuite, il y a la chèvre, gracieuse et élégante. Avec sa nature douce et son esprit nourricier, la chèvre apporte la paix et l'harmonie au zodiaque. C'est une amie bienveillante sur laquelle on peut s'appuyer en cas de besoin. Après la chèvre, le singe espiègle entre en action. Ce farceur vif et intelligent ajoute une dose d'amusement et de rire à la fête. C'est un compagnon enjoué qui peut transformer tout moment ennuyeux en une folle aventure. Après le singe, le coq, fier et sûr de lui, se pavane. C'est un oiseau magnifique. Le coq apporte confiance et assurance à l'équipage du zodiaque, comme un leader naturel. Ensuite, c'est au tour du chien, loyal et diligent, de remuer la queue. Cet ami fidèle apporte loyauté, honnêteté et beaucoup d'amour à la famille du zodiaque. Les chiens sont connus pour être des compagnons de confiance qui restent toujours à tes côtés. Enfin, nous avons le cochon, sage et doux, avec son museau mignon et ses petits couinements satisfaits. Le cochon incarne la générosité, la gentillesse et l'abondance. C'est un compagnon qui sait apprécier les bonnes choses de la vie et qui apporte de la joie partout où il va. Et voilà, le défilé des animaux du zodiaque dans toute sa splendeur. Le calendrier chinois a également une particularité, le yin et le yang. Il associe chaque animal du zodiaque à l'un des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal ou l'eau. Cela donne encore plus de personnalité à l'ensemble. C'est comme si l'on ajoutait une épice à ton cocktail d'animaux du zodiaque. Le calendrier chinois continue de guider les festivités telles que le vibrant Nouvel An chinois. Il aide également les gens à déterminer les périodes les plus propices aux événements importants de la vie. Tu dois organiser un mariage? Consulte le calendrier. Tu veux créer une entreprise? Oui, le calendrier est là pour t'aider. C'est un peu comme si une diseuse de bonne aventure te guidait dans les méandres de la vie. La prochaine fois que tu verras le calendrier chinois, n'oublie pas qu'il s'agit d'une célébration de la magie lunaire, des merveilles animales et des traditions culturelles. Nous allons maintenant nous plonger dans le calendrier hindou. Ce calendrier est axé sur les cycles et les rythmes cosmiques. Au lieu de suivre les mois réguliers, le calendrier hindou s'aligne sur les mouvements du soleil et de la lune. C'est comme une fête ininterrompue avec le cosmos. Le calendrier hindou est toujours d'actualité. Il regorge de fêtes et de célébrations hautes en couleurs. De Diwali, la fête des lumières, à Holi, la fête des couleurs. Il s'agit d'un feu d'artifice extravagant doublé d'un combat de paintball vibrant. Le calendrier hindou est également utilisé pour les observances religieuses et les périodes propices. Il permet de déterminer le meilleur moment pour les mariages, les pendaisons de crémaillère et d'autres événements importants de la vie. Le calendrier hindou ne se limite pas aux 365 jours habituels. Il tient compte des mois lunaires, des mois solaires et même des années bissextiles. Ainsi, la prochaine fois que tu jetteras un coup d'œil sur un calendrier, n'oublie pas qu'il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de dates et de chiffres.
C'est un outil remarquable qui nous relie à notre passé et nous guide vers l'avenir. Les calendriers anciens nous rappellent notre histoire humaine commune et la beauté des différentes cultures. Embrassons donc cette étonnante diversité. Tu regardes ton émission de cuisine préférée quand soudain, le chef vedette ajoute une pincée de sel à une confiture censée entrer dans la composition d'un dessert. Tu attrapes ton téléphone pour te plaindre, mais le chef s'explique. Il s'avère que l'ajout de sel aux fruits est une pratique courante dans les différentes cuisines de par le monde. Au Mexique, on aime relever la mangue et les agrumes avec du sel et de la poudre de piment. Aux Philippines, la mangue est aromatisée à la crevette et dans le sud des États-Unis, on consomme parfois la pastèque salée. Quel est l'intérêt ? Imaginons que tu manges une mangue crue saupoudrée de sel. Dès la première bouchée, tu remarques la saveur salée et le goût sucré et fruité est alors légèrement retardé. La mangue est toujours aussi délicieuse et juteuse qu'auparavant. C'est probablement parce que le sel affecte le récepteur du goût sucré et qu'une véritable magie s'opère alors au niveau moléculaire. Une étude a même révélé que nos cellules gustatives contenaient plus de récepteurs de sucre que ceux que les scientifiques pensaient jusqu'alors. Un de ces récepteurs a pour fonction de diriger le sucre vers les cellules liées au goût sucré lorsqu'il entre en contact avec le sel. Tu peux essayer de saler n'importe quel fruit, mais l'effet sera toujours différent. Le sel peut rendre les fruits les plus sucrés, tels que les cerises et les fraises, encore plus sucrés, et équilibrer la saveur du pamplemousse, de l'ananas et de la pastèque. Il suffit de prendre un fruit mûr, de le couper en tranches de la manière habituelle et d'en saupoudrer les morceaux de sel. Le sel de mer à gros grains peut apporter un goût plus intense encore, en plus de remplir une fonction esthétique. Après 10 minutes, ton dessert gastronomique sera prêt. Bon, mettons que tu doives hacher un tas de laitue iceberg, mais que le cœur coriace au milieu ne veuille pas partir. Il suffit de tenir cette tête de laitue à deux mains, le cœur orienté vers le bas, et de la frapper contre une planche à découper, ou toute autre surface solide. Mais pas la tête de ton petit frère. Tu devrais maintenant être en mesure de retirer le cœur du fond et de couper le reste de la laitue sans problème. La prochaine fois que tu sortiras le beurre du réfrigérateur et que tu auras du mal à l'étaler parce qu'il est dur comme de la pierre, prends une râpe. Avec son aide, tu pourras facilement détacher de petits morceaux de beurre qui fondront instantanément sur ta tranche de pain bien chaude. Tu pourras également les étaler beaucoup plus facilement sur du pain froid, sans avoir à mettre ton sandwich au micro-ondes ou attendre une éternité que le beurre se ramollisse. Les boulangers professionnels sont adeptes de cette astuce et l'utilisent depuis longtemps. Lorsque tu fais frire quelque chose, tu chauffes d'abord la poêle, puis tu y déposes l'aliment. N'est-ce rien ? Oui. Cette logique ne fonctionne pas si tu veux que ton bacon soit croustillant. Sur une poêle chaude, la viande cuira avant que la graisse n'ait le temps de fondre. Ton bacon s'en trouvera trop gras et caoutchouteux. Il faut donc en poser les tranches sur une poêle froide et les faire cuire à feu moyen doux. La graisse se détachera de la viande et le résultat final sera aussi croustillant que délicieux. As-tu déjà essayé de faire bouillir des pâtes dans une poêle à frire ? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais cela peut t'aider à économiser beaucoup de temps, d'eau et d'énergie. Au lieu de remplir une énorme casserole d'eau et d'attendre qu'elle bout, mets tes pâtes dans une poêle à frire. Couvre-les d'eau froide et ajoute-y un peu de sel. Tes pâtes cuiront le temps que l'eau atteigne son point d'ébullition. Elles seront donc prêtes beaucoup plus rapidement que d'habitude. L'eau qui reste dans la poêle constitue une excellente base pour une sauce car elle est remplie d'amidon. Mélange-la avec du pesto, de la sauce tomate et du beurre à l'ail. On dirait que tes pâtes sortent tout droit d'un restaurant gastronomique. Le secret pour obtenir une purée de pommes de terre exquise et onctueuse est de sécher tes patates avant de les écraser. Après les avoir faites bouillir, tu peux soit les mettre dans une casserole et les laisser sur le gaz à feu doux, soit les conserver sur une plaque de cuisson dans un four à basse température. Ajoute ensuite du beurre fondu qui enrobera l'amidon des pommes de terre, puis verse lentement le lait. Ta purée de pommes de terre aura alors une texture parfaite ainsi que la meilleure saveur possible. Si tu en as assez de pleurer sur tes oignons en tâchant de les émincer, voici une astuce à essayer absolument. Épluche les oignons, coupe-les en deux et laisse-les au réfrigérateur dans un bol d'eau glacée pendant une demi-heure avant de commencer à cuisiner. La cause de tes larmes est le soufre que les oignons puisent dans le sol pendant leur croissance. Lorsque tu endommages ces cellules, les acides entrent en contact avec les enzymes qui déclenchent toute une série de réactions et libèrent une substance chimique qui te fait larmoyer. La congélation de l'oignon peut affaiblir cette substance chimique. Pour réduire encore davantage ce désagrément, n'utilise qu'un couteau bien aiguisé pour trancher tes oignons. Tu endommageras ainsi moins les cellules de l'oignon. Il est beaucoup plus facile d'éplucher un avocat si tu prends la peine de le congeler au préalable. Mets-le au réfrigérateur tel quel. Attends un peu, ressors-le et passe-le sous l'eau tiède. Tu pourras alors en retirer facilement la peau après avoir pratiqué quelques incisions au travers.
La meilleure façon de garder tes herbes fraîches et savoureuses est de les conserver comme des fleurs. Si tu n'as pas de vase de la bonne taille, prends un bocal à confiture ou un verre à moutarde et remplis-le d'1 ou 2 cm d'eau. Place ensuite les herbes à l'intérieur comme tu le ferais pour tes roses. Pour le persil et la coriandre, couvre le pot d'un sac en plastique et conserve le bouquet au réfrigérateur. Le basilic apprécie la lumière du soleil, il est donc préférable de le laisser à découvert sur ton plan de travail. Si tu as préparé trop de sauce ou si tu as des restes dans une boîte de conserve qui ne semble pas suffire à un autre repas, tu n'es pas obligé de jeter tout ça à la poubelle. Verse la sauce dans un bac à glaçons et conserve-la au congélateur. Si tu as besoin d'agrémenter un repas, tu peux toujours y ajouter quelques cubes de sauce. En outre, celle-ci se conservera plus longtemps de cette manière qu'en restant simplement au réfrigérateur. Tes boulettes de viande ont toujours la même forme et la même taille, alors tu peux éventuellement te passer de cette astuce. Mais si tu es plutôt comme moi, utilise une cuillère à glace pour obtenir la bonne quantité de ton mélange de viande hachée. Les boules auront la forme idéale et tes doigts ne resteront pas tout poisseux. La façon la plus simple et probablement la plus élégante de découper une mangue est de la transformer en hérisson. Lave ta mangue à l'eau courante. Assure-toi de ne pas la presser pendant cette opération. Pose-la ensuite sur une planche à découper et coupe-la en 3 morceaux, du haut vers le bas. Laisse le noyau plat dans la partie du milieu, il n'y a pas grand-chose à en faire de toute façon. Ta mangue aura maintenant 2 joues bien dodues. Je veux dire par là ces parties les plus charnues. Ensuite, pratique des incisions en long et en large dans les joues de ta mangue. Laisse une distance égale entre chaque incision et ne coupe pas jusqu'au bout de la peau. Appuie ensuite sur l'arrière de la mangue jusqu'à ce que toute la chair ressorte. Ça commence à ressembler à quelque chose. Eh oui, un hérisson, d'où le nom de cette technique de découpage. L'étape finale consiste à trancher les cubes de mangue au-dessus d'un bol, puis à déguster. Voilà qui pourrait bien devenir ton nouveau petit déjeuner préféré. Tu peux faire cuire une omelette dans un mug. Prends un grand mug allant au micro-ondes et enduis l'intérieur d'huile d'olive ou vaporise-le d'un spray de cuisson. Ajoute 2 œufs et une cuillère à soupe de lait et mélange-les à l'aide d'une fourchette. Ajoute ensuite du sel et du poivre, ainsi que le fromage, les légumes et les herbes de ton choix. Mets le tout au micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes. Retire ton omelette, remue-la avec une fourchette, puis remets-la dans le four à micro-ondes pendant 30 secondes supplémentaires. Et voilà, le petit déjeuner est servi. Veille à utiliser une autre tasse pour boire, sinon tu auras des œufs dans ton café et personne n'a de recette pour rattraper ça.